Dans ce chapitre de la divine vie intitulé L'homme et l'évolution, nous étudions la description d'Aurobindo de l'évolution et de notre place en son sein. Il aborde les principes fondamentaux et les variations possibles de ces principes qui conduisent le mouvement de l'évolution, non seulement sur notre Terre, mais dans toute la création à travers les planètes de l'univers. Il explore les premiers principes, les objectifs les plus essentiels et les méthodes de la nature. Aurobindo décrit comment dans le premier pas de l'évolution, il y a la dissimulation de la réalité divine par l'involution dans une matière dense et insensible, qui cache toute cette réalité divine qui est en elle. Le processus d'émergence devient donc la conscience secrète qui se libère lentement peu à peu, en gouttes minuscules et infiniment petites, en jets fins, en concrétions vibrantes d'énergie et de substance de vie et d'esprit. Aurobindo explique également comment cela s'applique à notre émergence vers une conscience supérieure, en luttant contre l'opposition et la résistance de l'esprit humain, de l'inertie humaine et des circonstances du monde. Il souligne l'importance de former un focus individuel et collectif pour résister à cette obscurité et créer une base de résistance plus complexe. Il mentionne également comment son propre travail de développement de la nouvelle conscience s'est étendu à travers les petits noyaux formés autour de lui, puis à travers les centres dans le monde entier. Il explique comment cette stratégie s'applique à tous les niveaux de conscience et à la lutte contre les ténèbres et la résistance. Enfin, il décrit comment l'esprit émerge et se développe chez l'homme pour devenir un être mental pensant et raisonnable, mais avec le poids de l'animalité originelle. La résistance de la nature matérielle inconstante entrave l'évolution consciente de l'humanité. Cette inconstance limite le développement et exige que la progression soit difficile. Cependant, il existe une possibilité de transcender cette condition en faisant entrer la conscience supramentale dans le corps humain. Cette étape est d'une grande importance car elle prépare la voie à la conscience supramentale qui peut transformer la matière. Malgré les difficultés, l'homme mental doit évoluer vers un être pleinement conscient, une humanité divine ou un surhomme spirituel et supramental qui sera le prochain produit de l'évolution. Cette réalisation est certaine, car elle provient de l'action de la superconscience qui crée le monde et la matière. Il ne s'agit donc que d'une question de temps avant que cet objectif ne soit atteint. Dans cet extrait, il est souligné que la partie consciente de notre esprit est en réalité très petite par rapport à tout ce qui est semi-conscient ou même inconscient. Même cette partie consciente n'est pas pleinement consciente de ses propres processus. Par exemple, lorsque vous pensez à quelque chose, vous n'êtes pas conscient de comment vous y avez pensé. Lao Tse pose alors la question de la création d'une image ou d'un concept jamais vu auparavant. Comment cela est-il possible si nous sommes limités par nos souvenirs ou influences antérieures ? Il est suggéré que cela provient d'une partie de l'esprit qui n'est pas consciente, mais qui émerge spontanément. L'auteur explore ensuite la possibilité d'atteindre un état de pleine conscience où toutes les possibilités de l'esprit sont réalisées. Ceci peut conduire à une conscience mentale complète, voire à une extension de la conscience au-delà du corps. L'auteur suggère ensuite qu'à partir de là, il est possible de développer une conscience divine ou spirituelle, puis d'atteindre un état de conscience totalement spirituel ou supramental, dépassant ainsi la nature humaine. Cela marquerait une transition de l'évolution dans l'ignorance à une révolution dans la connaissance. L'auteur souligne la différence entre une conscience enracinée dans l'ignorance et une conscience enracinée dans la connaissance révélée. Le texte aborde la nature de la conscience divine et la transition vers une évolution supérieure. Il mentionne que la conscience divine est la manifestation d'une unité indéfectible et est enracinée dans cette unité. Cependant, la transition vers cette conscience divine peut être difficile, car elle nécessite de se libérer de l'inconscience de la matière. L'auteur souligne également le rôle essentiel de la lutte dans cette évolution, car la conscience divine s'est dissimulée dans la matière inconsciente. Cependant, cette lutte a un point de transition où l'évolution prend une caractéristique fondamentalement différente. À ce stade, l'évolution est orientée vers le haut, vers une lumière plus grande. Il est expliqué que cette transition peut être réalisée individuellement, en développant notre humanité en une humanité divine, et en vivant dans une conscience supérieure. Cette évolution individuelle est distincte de l'évolution collective, mais elle peut être la clé pour réaliser cette transition vers la conscience divine. Le texte aborde ensuite le processus de l'évolution sous deux aspects. D'une part, il y a le processus visible de l'évolution physique, où chaque forme de vie évoluée est maintenue et transmise par hérédité. D'autre part, il y a le processus invisible de l'évolution de l'âme, qui se manifeste par la réincarnation dans des formes et des états de conscience supérieurs. Il est souligné que le processus de l'évolution physique n'est pas figé, et que les gènes ne sont pas rigides, mais plutôt fluides. De plus, l'environnement joue un rôle crucial dans l'activation des gènes. Cette nouvelle compréhension de l'épigénétique remet en question notre vision traditionnelle de l'hérédité et de l'évolution. En conclusion, le texte met en avant la possibilité d'une transition vers une conscience divine et d'une évolution supérieure, aussi bien au niveau individuel que collectif. Il invite à comprendre la nature de la lutte et du processus évolutif pour réaliser cette transition. Les gènes et la nourriture que nous consommons ont une interaction complexe. Lorsque nous mangeons une pomme, par exemple, les composants génétiques et épigénétiques contenus dans les cellules de la pomme sont libérés dans notre sang et interagissent avec nos propres cellules épigénétiques.
Cela peut influencer l'activation et le mouvement épigénétique de nos propres gènes, sans les reprogrammer. De plus, nos états mentaux et émotionnels peuvent également influencer l'empreinte épigénétique et avoir un impact sur la transmission des gènes. Des expériences menées sur des rats ont montré que le stress subi par les parents peut influencer leurs descendants, même s'ils n'ont pas été exposés directement aux causes du stress. Cela suggère que les expériences vécues par les parents peuvent être transmises à leur progéniture, avec des conséquences épigénétiques et parfois même des mutations génétiques. Il existe donc une transmission physique observable lors de la naissance, qui permet de conserver et de transmettre les caractéristiques génétiques et épigénétiques développées par le corps. Si le corps abrite une conscience plus élevée, la naissance qui en résulte aura tendance à porter la capacité d'une conscience plus élevée. En parallèle, il existe un processus invisible d'évolution de l'âme à travers la renaissance, qui consiste en la migration de l'âme à travers différentes formes et niveaux de conscience. Ce processus d'évolution de l'âme est distinct de l'évolution génétique. Lors de la renaissance, l'âme prend une forme et une conscience déjà plus évoluées, ce qui lui permet d'exprimer plus librement sa nature évoluée. Il est suggéré que la fusion de ces deux processus, l'évolution génétique et l'évolution de l'âme, pourrait être possible grâce à une intervention technologique. Par exemple, si nous pouvions améliorer génétiquement le corps pour le rendre plus conscient et plus adaptable, cela offrirait à l'âme des possibilités d'évolution plus rapides et de meilleure qualité de corps humain. Cependant, il est souligné que l'évolution de l'âme est entravée par le manque de corps suffisamment conscient et sain. Malheureusement, il existe une tendance mondiale à la dégradation du génome humain, avec une exposition croissante aux toxines et des dommages génétiques causés notamment par l'utilisation de plastique et de produits toxiques. Cette dégradation du génome rend les corps moins forts et moins sains, ce qui limite les opportunités d'évolution de l'âme. Les défis actuels de l'évolution de l'âme sont donc le manque de corps adaptés et la dégradation du génome humain. Une solution potentielle pourrait être d'intervenir technologiquement pour améliorer les corps et offrir à l'âme des opportunités d'évolution plus efficaces, plutôt que d'attendre l'évolution génétique lente. Nous sommes également exposés à d'autres influences néfastes de la culture ou même de la biologie, telles que le tabagisme et l'alcool. Cela peut endommager davantage la capacité du corps à accueillir une conscience plus élevée en affectant les parties supérieures du cerveau et de l'âme. Dans un tel cas, l'âme recherche un véhicule de meilleure qualité et doit surmonter ses limitations en poussant sa conscience vers l'avant. Si l'enfance n'a pas été saine et que la psychologie est endommagée, l'âme doit faire face à un véritable défi. D'un autre côté, une éducation saine dans un environnement sécurisé et joyeux est d'une grande aide pour l'âme. Cependant, cela devient de moins en moins accessible dans la société actuelle, ce qui crée une disparité importante. Parallèlement, nous pouvons observer deux types d'évolution, l'amélioration de la biologie et l'évolution de la conscience. Ces deux types sont indépendants l'un de l'autre. Lorsque seule l'évolution biologique se produit, il n'y a qu'une évolution cosmique, sans évolution de la conscience collective. Cela est évident dans certains animaux où l'individualité n'est pas très forte. D'un autre côté, il y a l'évolution individuelle à travers la renaissance, où l'âme migre d'une forme de vie à une autre, cherchant des véhicules capables d'exprimer et de contenir sa conscience évoluée. Même si les améliorations génétiques sont absentes, l'âme peut continuer à évoluer dans des formes de vie disponibles dans l'univers. Dans ce cas, l'évolution individuelle se fait à l'interne, indépendamment des capacités limitées du véhicule biologique. Finalement, l'évolution individuelle est une étape vers une formulation collective plus stable, où l'esprit universel se manifeste progressivement. Un exemple concret est la recherche sur les rats en laboratoire. Lors d'une tempête qui a inondé les rues et les sous-sols de nombreux bâtiments, des souches de rats spécialisées ont été perdues, mettant fin à des décennies de travail. Ces souches de rats, sélectionnées pour leurs capacités et particularités génétiques, ont représenté une évolution collective dans leur lignée spécifique. L'évolution raciale est présentée ici comme une forme différente de l'évolution individuelle. Selon cette théorie, l'individu n'importe pas, seul compte la qualité des gènes du groupe. Pour illustrer cette idée, on prend l'exemple de l'élevage de rats, en raccourcissant leur durée de vie, on peut obtenir rapidement plusieurs générations et ainsi créer une lignée hautement spécialisée. L'auteur affirme également que la croissance principale se fait à travers la formulation collective, c'est-à-dire la race. La race serait alors le véritable pas en avant de la manifestation progressive de l'inhabitant cosmique divin. Ce concept d'évolution race est également appliqué à la diversité culturelle et psychologique des êtres humains. On évoque ensuite la notion de spécialisation des possibilités et l'idée qu'au cours des derniers siècles, la nature aurait décidé de mélanger toutes ces spécialisations pour créer une multitude de variations intermédiaires. Ensuite, il est expliqué que les capacités humaines sont limitées par la durée de vie relativement courte de l'individu. Pour créer une véritable diversité, la nature serait donc contrainte de développer des types concentrés et spécialisés, qui seraient ensuite mélangés pour obtenir une grande variété de qualités psychologiques et physiques. On prend l'exemple de l'élevage d'animaux pour illustrer cette idée. Enfin, il est mentionné que ces caractéristiques psychologiques peuvent être transmises de génération en génération, tout comme les traits physiques, et que notre corps est la maison dans laquelle notre âme s'incarne et manifeste ses influences et ses priorités.
Cet extrait explique comment notre environnement, notre éducation et nos expériences peuvent influencer notre identité et notre culture. Il suggère que la mondialisation a rendu plus difficile de déterminer l'origine d'une personne en se basant uniquement sur son apparence ou son accent. Il met également en avant l'idée selon laquelle la réincarnation est nécessaire pour assurer l'évolution individuelle de l'être humain. L'auteur mentionne la possibilité d'une évolution collective sur d'autres planètes ou galaxies, soulignant que certaines rencontres entre humains et extraterrestres suggèrent une évolution collective différente de celle de la Terre. Finalement, il explique que chaque vie est une étape permettant à l'âme individuelle de manifester sa conscience cachée, et que l'évolution individuelle implique une gradation de la manifestation cosmique et des types de formes qui peuvent abriter cette conscience. Dans cet extrait, l'auteur décrit comment différents types de formes de vie sur Terre représentent différentes qualités de conscience et de puissance. Les différences de spécialisation entre les espèces deviennent complémentaires lorsque leur niveau de conscience et leurs objectifs sont suffisamment similaires. Naturellement, certaines formes de vie évoluent et se spécialisent pour développer de nouvelles caractéristiques, ce qui les rend distinctes des autres espèces. L'auteur explique que chaque vie est une étape dans une progression de la conscience, où la matière elle-même devient un moyen pour la manifestation complète de l'esprit. Cependant, l'auteur met en garde contre les dangers de l'homme qui manipule et modifie la nature sans sagesse, soulignant comment de telles interventions peuvent avoir des conséquences négatives sur la vie sur Terre. L'auteur affirme que l'humanité est à un tournant dangereux de son évolution où elle a la capacité de prendre le contrôle du processus évolutif, mais elle doit agir avec sagesse pour éviter de causer des dommages irréparables. Les animaux, en particulier les chiens et les chats, peuvent parfois montrer des signes de individualité et de pensée similaires à ceux des êtres humains. Cependant, dans les formes animales les plus primitives, l'individualité n'est pas aussi forte et l'identité collective du groupe prédomine. Par exemple, chez les poissons, il n'y a pas de leader de meute, ils agissent tous de manière équivalente. Chez les oiseaux, ils volent ensemble en formation grâce à une conscience de groupe. Chez les abeilles ou les fourmis, la reine représente l'individualité centrale du groupe et sans elle, le groupe se désintègre. Cependant, à mesure que l'on observe des animaux plus évolués, comme les chevaux, l'individualité commence à se développer et ils peuvent se séparer du groupe pour un certain temps. Dans les êtres humains, la question de l'individualité est complexe car ils sont à la fois fortement liés à des groupes sociaux tels que la famille et la communauté, mais aussi capables de s'en détacher et de trouver leur propre individualité. L'idéal est de parvenir à un équilibre où l'individu est pleinement lui-même tout en participant pleinement à la vie collective. Dans le règne animal, l'individualité émerge progressivement à partir de la structure de groupe et se développe au fur et à mesure que l'animal évolue vers des formes de vie plus complexes. Le développement de l'individualité dans le monde subtil permet une croissance, mais cela n'aide pas à l'évolution de la matière ni à l'évolution de l'espèce. L'individualité pousse la matière et son évolution, permettant à la conscience de s'étendre dans le véhicule matériel. La différence réside dans le fait que l'être humain peut exprimer une conscience plus développée, notamment avec l'intellect et l'autocognition, contrairement à d'autres niveaux de développement. Si l'humanité venait à disparaître à cause d'une guerre nucléaire, la nature pourrait accélérer l'émergence d'une conscience autoconsciente chez d'autres animaux survivants, comme les dauphins. La nature prend différentes formes animales dans le but de progresser vers l'homme. Sur d'autres planètes, d'autres formes animales peuvent être à l'origine de l'évolution de la pensée. Cependant, toutes ces formes convergent finalement vers un modèle similaire, une forme humanoïde avec des variations dans la physionomie. Chaque vie est une étape dans la victoire de la conscience sur la matière. La nature cherche maintenant à former la matière pour permettre une pleine manifestation de l'esprit. Elle ajuste la structure génétique et améliore la qualité de la substance matérielle, en créant notamment des cellules nerveuses capables d'interagir avec la conscience non physique. La matière est raffinée et des formes de vie plus complexes sont créées pour permettre l'expression des pouvoirs supérieurs de la conscience. Si l'esprit souhaite exprimer l'intuition, cela entraînera éventuellement des changements dans la structure cérébrale pour créer un centre permettant une interaction directe entre la conscience intuitive et le cerveau. La théorie de l'évolution est remise en question car elle ne fournit pas une explication suffisante du processus de l'existence terrestre. On peut se demander si nous avons atteint nos limites et si une évolution supérieure est même possible. De plus, l'idée d'une conscience supramentale émergeant de l'ignorance de la nature terrestre est considérée comme impossible par de nombreuses traditions spirituelles. Cependant, il est nécessaire d'examiner ces questions afin de formuler une construction alternative qui ne nécessite pas l'évolution. Il est admis que la création est une manifestation de l'éternel dans le temps, qu'il existe ce niveau de conscience et que la matière est la base de l'ascension spirituelle. Cependant, même en admettant tout cela, il n'est pas certain que cela entraîne automatiquement une évolution spirituelle des individus. Dans cet extrait, l'auteur remet en question la nécessité de l'évolution spirituelle. Il souligne que chaque créature et forme de manifestation possède une divinité intrinsèque en elle-même. Ainsi, il n'y aurait pas besoin d'une évolution individuelle, car toutes les formes de conscience et les pouvoirs qui y sont associés sont déjà présents. L'auteur propose que la création et la manifestation existent pour le plaisir divin et non dans un but téléologique.
Il soutient que la diversité des types et des niveaux de conscience existants permet d'exprimer toutes les possibilités d'expérience souhaitées par le divin. En conséquence, l'évolution n'est pas nécessaire pour atteindre une perfection ultime ou un objectif prédéterminé. L'auteur suggère que les principes de création sont permanents et immuables, chaque être demeurant tel qu'il est sans chercher à devenir autre chose. Il propose un regard critique sur la nécessité de l'évolution et remet en question l'idée que celle-ci est inévitable pour atteindre un certain but. Dans cette discussion, il est mentionné que s'il existe une possibilité d'évolution, alors cette possibilité doit être disponible quelque part, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde subtil. Les différents mondes, tels que le monde vital et le monde mental, sont décrits comme étant habités par différentes créatures et être dotés de pouvoirs et de formes variées. Cependant, pour expérimenter une évolution au-delà de la forme, il est nécessaire d'entrer dans le monde physique, car c'est là que se trouve la possibilité d'une évolution plus grande. Le concept d'évolution est considéré comme le moteur de l'univers, et chaque individu est décrit comme ayant déjà parcouru un long chemin à travers les différents niveaux de conscience pour arriver là où il se trouve aujourd'hui. Il est souligné que la prochaine étape de l'évolution est le passage de l'évolution dans l'ignorance à une révolution plus grande dans la connaissance, ce qui conduit à la manifestation du supramental ou du surhomme spirituel. Nature a ressenti l'appel pour cette évolution et commence à activer cette possibilité chez tous ses êtres conscients. Il est également mentionné que dans un passé récent, il y avait une fascination pour la prochaine étape de l'évolution de l'humanité, avec des idées telles que le Superman qui a émergé. Cependant, aucun de ces concepts ne pouvait concevoir une conscience spirituelle fondamentalement différente, basée sur une conscience cosmique et non égoïque, avec une valeur et une priorité complètement différentes. Finalement, il est souligné que nous savons au plus profond de nous-mêmes que cette évolution est inévitable et que nous méditons sur ce thème en tenant bon à cette conviction.